Eugène du Crevon et son officier. 5e partie. Fontaine de vie. Future élite. Emma. 24 avril 1944. Une nouvelle future maman est arrivée le 9 avril. Elle s'appelle Elisabeth. Elle a 33 ans et est d'origine polonaise, née en Poméranie. Émigrée en France avec ses parents, ses 3 sœurs et son frère, elle est montée à Paris en 1942 pour travailler dans un orphelinat, puis parlant parfaitement allemand, elle est devenue interprète pour l'occupant. C'est ainsi qu'elle a rencontré le père de son enfant, un officier originaire des Sudètes. Annette a accouché le 11 avril d'une jolie petite fille prénommée Edith. Elle est en train de lui donner le sein. Elle a perçu l'inquiétude qui me taraude depuis 2 jours. « Ne t'inquiète pas, tout se passera bien pour toi. Ton bébé sera bien traité. Regarde, tout se passe bien pour moi et Edith. » Bien traité? Est-ce qu'il pourra être bien traité entre les mains de SS? Je n'ose rien dire à Annette, et j'acquiesce pour lui faire plaisir. Mais je ne peux m'empêcher de penser à la scène que j'ai surprise avant-hier. Et si mon bébé ne correspond pas à leurs critères? Ce sont les cris d'une mère et les pleurs d'un nouveau-né qui ont attiré mon attention. J'ai vu Christelle, la sage-femme, quitter la salle d'accouchement, sa tenue tachée de sang. Puis j'ai entendu Josefa Knoll. Elle braillait, moitié en français, moitié en allemand. « Dreckige Schlampe ! Arrêtez de mentir !» Mon cœur s'emballe, comme si sa colère était dirigée contre moi. Si elle me découvre, ce sera bientôt le cas. « Je vous jure sur la tête du Führer que je ne mens pas, » pleure la parturiente. « Ne jurez pas sur la tête de notre bien-aimé Führer, du Flittchen. Vous l'avez trahi. Vous avez menti sur l'identité du père. » Je déglutis avec peine. Je n'ose pas bouger. Heureusement, toute son attention est dirigée vers cette pauvre femme, que je parviens à apercevoir en penchant la tête. Son bébé dans les bras. Elle se tient debout, chancelante, du sang lui coulant sur les jambes. L'enfant même pas nettoyé. Elle supplie Knoll de ne pas la mettre dehors. La tête du bébé est couverte d'un duvet brun, et j'imagine que lorsqu'il a ouvert les yeux, ceux-ci n'étaient pas bleus, ce qui explique les hurlements de l'infirmière en chef. Pourtant, la plupart des bébés ont des yeux bleu-gris à la naissance. La pauvre fille n'a vraiment pas de chance. « Vous nous aviez affirmé que le père était un SS, un pur arien, vocifère Knoll. Nous n'avons pas besoin de vous et de votre bâtard. Rhabillez-vous, prenez vos affaires et partez immédiatement. Raus !» J'ai alors vu la furie empoigner la pauvre mère et la tirer hors de la salle. Je me cache afin de ne pas être vue. Sans soin, livrée à elle-même avec un bébé, que va-t-elle devenir? J'espère qu'elle a de la famille ou des connaissances pas trop loin. Sinon, elle et son bébé peuvent mourir. Je chasse péniblement ces sombres pensées de mon esprit, tout en caressant mon ventre. Je suis maintenant enceinte de 6 mois, et mon ventre s'est bien arrondi. Désormais, ma grossesse est bien visible. Et mon bébé est un véritable acrobate. Il bouge beaucoup. « Tu penses avoir une fille ou un garçon ?» me demande Annette. « Ce sera un garçon, j'en suis sûre, bien que Friedrich préférerait une fille. »« Comment peux-tu être sûre ?» insiste-t-elle. « L'instinct. Et nous avons conçu notre bébé entre la nouvelle lune et la pleine lune. Un truc que ma mère m'a appris. Elle le tient elle-même de sa mère, qui ne s'est jamais trompée. Et comment vas-tu l'appeler ? Je ne sais pas encore. J'aime bien Adam, Mathias ou Martin, mais je dois en discuter avec Friedrich. Et pour une fille, au cas où ? Charlotte, Elisabeth ou Agnès ? Mon amie rit, se moquant de moi qui ne dois pas être si certaine que l'enfant sera un garçon, puisque j'ai quand même sélectionné des prénoms féminins. En tout cas, ce qui est certain, c'est que votre enfant est assuré d'être beau. Tu es la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Et ton Friedrich est vraiment un très bel homme, et apparemment aussi très amoureux. En tout cas, tu lui fais de l'effet, parce qu'au lit... » Elle ne finit pas sa phrase, pouffant de rire. La coquine a dû entendre nos gémissements de la dernière fois. Nous changeons de sujet pour évoquer la visite d'hier, annoncée depuis quelques jours. Celle du docteur Ebner, le responsable des Lebensborn, médecin-chef de la Maison Vert à Steinhöring, et ami personnel du Reichsführer SS Himmler. Même le docteur Fritz nous avait fait l'honneur d'être présent, et à jeun. Tout le monde était au garde à vous.
Nous étions 3 futures mamans présentes, moi, Elisabeth et Agnès, une jeune Belge. Et il y avait 3 jeunes mamans, Annette, avec sa petite Edith, ainsi que les mères de Peter et Ute. Et il reste actuellement 6 bambins que les mères ont offerts au Reich. Ebner, homme chauve et portant lunettes et assez enjoué, a inspecté ensuite chaque recoin du manoir et a tout noté. Il a notamment remarqué, comme moi, que les chambres manquent de couleurs et de décoration, que les meubles ne sont pas de très bonne qualité, et il n'a pas tort. Les fauteuils en cuir sont déchirés par endroits, les assises des chaises de la salle à manger sont endommagées, le bois des tables de nuit est si médiocre que les tiroirs coincent. Il a aussi trouvé qu'il manquait une barre de sécurité aux tables allongées, et que les berceaux étaient peu solides, que des rangements pour le matériel de soins ne seraient pas superflus. Son œil scrutateur repère tout. En effet, les instruments médicaux, les médicaments, les vitamines pour les enfants ne sont pas toujours disponibles sur place. Néanmoins, le foyer est approvisionné en cas d'urgence par le docteur Link, un médecin-major de la Wehrmacht, affecté à Chantilly, à 4 kilomètres et qui se tient à disposition. Mais ce qu'il a bien décelé, c'est la guerre de tranchées entre les 2 clans rivaux, Knoll, Höhe, Engelin versus les Grunwald. D'ailleurs, Knoll et Höhe ont menacé de démissionner. Si Ebner a persuadé Knoll de ne pas partir, Höhe est resté sur sa décision. Heureusement, l'autre sage-femme arrivée depuis peu du Lebensband belge, Fanny Montulé, reste. Emma, 25 avril 1944. J'attends avec impatience l'arrivée de Friedrich. J'ai bénéficié d'un peu de repos et j'ai délaissé mon uniforme pour une robe à taille haute dans laquelle je peux encore rentrer. Je guette depuis le salon qui donne sur l'allée par laquelle il doit arriver. Lorsque j'aperçois la Mercedes, je me précipite dehors à sa rencontre. Il n'a d'autre choix que de me réceptionner contre lui. J'en pleure de joie. Il me manque tellement. Et puis il y a cette scène qui me revient sans cesse en tête. « Tu m'as tant manqué, Friedrich chéri. » Il me remarque avec tendresse, effleurant d'un doigt ma mâchoire. « Toi aussi, mein Liebling. Mais tu es sûr qu'il n'y a que ça ? Je sens qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Il lit en moi, comme dans un livre ouvert. Suis-je si transparente ? Il y a quelques jours, j'ai été témoin d'une scène horrible. Une maman a été renvoyée du foyer parce que son bébé avait les cheveux bruns et qu'elle aurait menti sur l'identité du père. Et si notre enfant naît avec des cheveux foncés, que fera-t-on ? Je n'arrête pas d'y penser et j'ai peur. Schatz, il n'y a aucune raison que cela arrive. Même si la génétique peut nous jouer des tours. Et je suis certain d'être le père de ce bébé, rétorque-t-il péremptoire en caressant mon ventre. Je me serre contre lui, cherchant le réconfort de ses lèvres sur les miennes. Et au moindre problème, fais appel à Reinhardt. Il fera le nécessaire pour que tu puisses aller chez mes parents. Je leur ai parlé de toi. Ils seront ravis de faire ta connaissance et t'accueilleront à bras ouverts. Il sait toujours comment me rassurer. J'ai une entière confiance en lui. En revanche, je suis désolée, mais j'ai des nouvelles moins agréables. Les boulangers et tous les membres de ton réseau qui avaient été arrêtés ont été déportés. Ils ont néanmoins une chance de s'en sortir, si les Alliés ne tardent pas à débarquer et qu'ils gagnent cette fichue guerre. Si les bombardements de Rouen n'avaient pas détruit tant de dossiers, ils auraient certainement été fusillés. Mais, du côté positif, Gigi va bien. Elle a bien eu ton message et transmis à ceux qu'elle pouvait. Un soupir de soulagement m'échappe, ce qui le fait sourire. Tes amis croient tous que tu es chez mes parents en Allemagne, ajoute-t-il, parce que tes parents ne sont pas ravis de ta grossesse. Ainsi, ils n'iront pas les questionner. Nous revenons main dans la main vers le manoir. J'emmène mon amoureux voir le bébé d'Annette. Au passage, nous croisons Engelin, qui donne une clé à Friedrich et lui explique à quoi elle correspond. Je l'ignorais, mais parmi les petits pavillons du parc, un comporte des chambres réservées aux couples. En clair, ce sont les box où on met en contact les talons et la jument pour la reproduction. Après quelques compliments à Annette sur son bébé, Friedrich m'entraîne vers la petite maison réservée à nos ébats. Comme nos chambres, celle dans laquelle nous entrons est dépourvue de toute décoration. Il y a un grand lit, une table de chevet, une coiffeuse et une commode sur laquelle trône une photo d'Hitler. Il fait plutôt frais dans la pièce. Il est vrai qu'elle est destinée à la reproduction, pas à faire l'amour.
Les sentiments n'ont aucune place dans le programme Lebensborn. S'il te plaît, mon amour, tu peux retourner la photo d'Adolphe. J'ai l'impression qu'il nous regarde. C'était qu'une photo, réplique-t-il en riant. Il est plutôt bel homme, tu ne trouves pas? Pas mon genre. Pas assez à rien, ironisai-je à mon tour. Je n'aime pas son regard. C'est vraiment gênant. Pense qu'il s'agit de quelqu'un d'autre sur la photo? Tes parents, par exemple? Mon amant est décidé à se moquer jusqu'au bout. Et il est content de lui en plus. Pour la peine, il rit d'une tape sur l'épaule. Tu n'as rien trouvé de mieux? Allez, chérie, nous la remettrons à l'endroit quand nous partirons. Il se lève enfin et retourne le cadre. Navré, mein Führer, mais ma petite Française ne veut pas que vous vous rinciez l'œil. Il se rapproche de nouveau de moi et presse ses lèvres contre les miennes. Nos langues se trouvent et dansent ensemble. D'un bras autour de ma taille, il me rapproche encore autant que mon ventre le permet, me pressant contre sa poitrine, m'embrassant encore plus profondément. Nos corps se moulent l'un contre l'autre. Mes seins effleurent son torse à travers nos vêtements, déclenchant des vagues de frissons qui me traversent de part en part. Je gémis contre sa bouche et m'agrippe des mains à son épaule et à sa nuque. J'en veux plus. Une de ses mains, alors dans mes cheveux, glisse sous ma robe et caresse ma jambe avec tendresse. La chaleur de sa langue qui explore ma bouche enflamme tout mon corps. Friedrich libère mes lèvres pour couvrir de baisers ma mâchoire, mon cou. Il mordit le lobe de mon oreille et je me cambre tout contre lui, haletante, pour qu'il continue à explorer mon corps avec ses lèvres, sa langue, ses mains. Il me délivre de ma robe et me dépose doucement sur le lit. Pendant que ses mains s'activent sur les boutons de sa chemise, les miennes s'occupent de sa ceinture et de son pantalon. Il dégrafe mon soutien-gorge d'une main experte, l'ôte, et l'envoie balader je ne sais où, avant de contempler mes seins devenus plus volumineux avec la grossesse. Je soupire d'aise quand sa langue chaude s'enroule autour d'un mamelon, pendant que l'autre est excité par ses doigts. Lorsqu'il ouvre mes cuisses en caressant l'intérieur, remontant de plus en plus, je sens mon cœur battre plus vite. Le contact de ses doigts avec mon intimité, à travers le tissu de ma culotte, m'électrise. Il attrape une de mes mains et la plaque contre son sexe gonflé à l'étroit dans son caleçon. « Tu n'imagines pas à quel point je te désire, me souffle-t-il, d'une voix rauque. Je rêve de toi chaque nuit, au point de me masturber comme un adolescent. » Je l'aide à ôter complètement son pantalon et à se débarrasser de son caleçon. Aussitôt, il me déleste de ma culotte en dentelle qui rejoint le reste de nos vêtements sur le sol. Puis son pouce glisse sur mon bourgeon de chair si sensible. Son toucher électrisant me fait chavirer. Il replie un peu mes cuisses sur mon ventre et joue avec mon bouton délicat, tandis que ses doigts glissent sur mes lèvres intimes pour collecter l'humidité liée à mon excitation. Il s'empare à nouveau de ma bouche pour un baiser passionné, pendant que ses doigts dessinent des cercles autour de mon clitoris. Je sens mon amant durcir encore contre moi. Chacune de ses caresses secoue mon corps. Son toucher est envoûtant quand il explore mes replis humides. Lorsqu'il glisse un doigt en moi, je soupire de plaisir et il ne tarde pas à effectuer des va-et-vient lents et délicats. Quand il insère un deuxième doigt, je gémis incapable de résister à la vague qui menace de m'engloutir. Je perds le contrôle sous cette délicieuse sensation. Je saisis à mon tour son sexe et un soupir d'aise franchit ses lèvres, et il se met à genoux sans cesser le va-et-vient de ses doigts en moi. Je sais maintenant quelle est la pression de mes doigts qui l'excite le plus, tandis qu'il continue à agacer mon clitoris. « Tu me rendras fou, mon amour » gangue-t-il doucement. Soudain, il ôte ses doigts et presse son gland contre mon bourgeon de chair et descend plus bas. Une nouvelle vague de chaleur m'inonde. Mon bassin ondule contre lui. J'ai tellement envie qu'il vienne en moi. Mais il semble décidé à me taquiner jusqu'à épuisement. « Friedrich, je t'en supplie, viens » soufflai-je désespéré. Il saisit son sexe et trace avec lui chacun des contours du mien avant de me pénétrer en douceur. Nous poussons un gémissement de plaisir à l'unisson, soumis à la même onde de choc, saisis par une même volupté. Le feu me consume dès que son bassin remue avec lenteur, puis de plus en plus vite à chaque coup de rein, s'enfonçant profondément en moi. Il me souffle des mots d'amour, certains très érotiques.
Il me fait l'amour sans trêve, et des vagues de plaisir de plus en plus puissantes me submergent. L'une de ses mains se glisse entre nous deux pour titiller encore mon clitoris, sans arrêter ses coups de boutoir. Je m'abandonne à toutes ces exquises sensations et crie mon plaisir. Mes ongles s'enfoncent dans ses épaules alors qu'il couvre mon cou de baisers. Je frémis sous l'effet de l'orgasme qui monte. Mon cœur s'emballe et mon amant accélère le rythme. « Viens pour moi, mon amour », me murmure-t-il. Je me mets à trembler sous la violence de la jouissance qui m'emporte, et Friedrich me suit de près. Ses coups de rein ralentissent, puis s'arrêtent alors qu'il continue à m'embrasser. Nous restons un moment entremêlés, pantelants. Puis il se retire doucement, se laissant glisser à côté de moi. C'était merveilleux, avouai-je. Fabuleux même, ajoute-t-il en pressant un baiser sur mon front. Je le savais déjà, mais j'aime cet homme de toute mon âme. Je veux profiter de chaque instant avec lui. Cette fois, nous avons jusqu'au lendemain matin. Je ne vais pas dîner avec les autres. Nous préférons pique-niquer dans la chambre avec ce que mon grand amour a amené. Puis nous refaisons l'amour passionnément jusqu'à ce que je m'endorme dans ses bras. Ce sont les rayons du soleil qui m'éveillent le lendemain matin. Je ne peux m'empêcher de caresser le torse de Friedrich, laissant mes doigts effleurer sa cicatrice dont il m'a raconté l'origine. Il a beau faire semblant de dormir, je sais qu'il est éveillé, qu'il attend de voir jusqu'où je vais aller. Mes caresses le font bientôt tressaillir, et ses doigts frôlent délicatement le creux de ma taille, puis mes hanches. Nos mains se font naturellement de plus en plus pressantes, nos bouches s'avident, nos jambes s'enlacent et nos corps s'accrochent l'un à l'autre inconsciemment. Nous roulons sur le lit et faisons l'amour tendrement. Nous nous abandonnons dans les bras l'un de l'autre et nous restons longtemps ainsi, jusqu'au moment où nous devons nous séparer de nouveau et où il me promet de revenir d'ici la fin mai. Emma, mai 1944. Il tient en effet parole, puisque le 22 mai, je le vois apparaître au début de l'après-midi. Nous avons toujours beaucoup de choses à nous dire. Friedrich me relate les nouveaux bombardements alliés pour détruire les ponts de chemin de fer à Wessel, Orival, Elbeuf, ce qui rend les autorités d'occupation très nerveuses, et la Gestapo réalise des coups de filet parmi les FTP, qui sont comme d'habitude torturés et déportés. Les alertes dans Rouen sont récurrentes, et quelques bombes font de nouveaux dégâts. Autre fait notable, la visite de Pétain le 14, le jour de la fête de Jeanne d'Arc. De mon côté, je lui raconte qu'Élisabeth a donné naissance la veille à un petit garçon nommé Erwin, comme son père. Avec le recul de l'armée allemande à l'Est, l'avance des Alliés en Italie, la multiplication des sabotages de la résistance sur les voies de communication, Westwald est aussi confronté à la pénurie à cause des problèmes de ravitaillement. Les allumettes, les crayons de couleur pour les courbes de température ou autres, et des produits alimentaires de toutes sortes manquent à l'appel. Semoule, riz, flocons d'avoine, cacao. Pas de quoi m'affoler, nous connaissons tellement de difficultés de ce genre depuis 1940. Mais il y a aussi certains événements plus inhabituels. Nous risquons de ne pas voir Fritz pendant une quinzaine de jours. Imagine qu'il a décidé de se rendre dans les îles anglo-normandes. Qu'est-ce qu'il veut aller faire là-bas ? Réagit Friedrich, perplexe. Il paraît qu'à Jersey et Guernesey, près de 80 femmes ont eu un enfant avec des soldats allemands affectés là-bas. Il veut réaliser des examens raciaux sur les enfants, car il paraît que la plupart sont de type nordique. Mon amant secoue la tête d'un air navré devant cette nouvelle manifestation de l'obsession de la race. Mais je lui parle surtout de la bénédiction du nom, autrement dit le baptême SS de la petite Edith qui a eu lieu le 12 mai. Je n'en suis pas encore revenue. Imagine, dis-je à mon amoureux, Knoll était dans tous ses états. Il fallait que tout soit réalisé dans les règles fixées par je ne sais qui exactement. Ebner, un certain Solman et même Himmler. Et pourquoi pas Adolphe lui-même, lance Friedrich pince sans rire. Va savoir. Il y avait des officiers et des sous-officiers SS invités, ainsi que le père du bébé. Cet abruti qui en voulait après toi ? Lui-même. Annette ne semblait pas très à l'aise d'ailleurs, même si elle avait revêtu sa plus belle robe, dans laquelle elle était adorable. Elle avait peur de le revoir. Elle est tellement amoureuse qu'elle s'est torturé l'esprit pour que tout soit parfait,
au point de me demander de l'aider pour un petit discours. L'un comme l'autre, nous savons que l'Obersturmführer n'a aucune intention de faire sa vie avec la jeune Parisienne ou de s'occuper de l'enfant. Je poursuis ma description de la cérémonie qui a eu lieu dans une pièce de la petite maison qui se trouve juste en face du pavillon réservé aux couples. Il y avait un autel recouvert d'un drapeau à croix gammée sur lequel était placé un portrait d'Adolphe, et derrière le mur était décoré de tentures avec des runes nordiques et des gardes portaient un étendard SS. « Rien que ça !» s'exclame Friedrich. « Ils reproduisent des rites inspirés de vieilles croyances nordiques. »« Possible, rétorquai-je. Annette se faisait une joie de revoir Éric, mais il ne lui a même pas adressé la parole avant la cérémonie. En tout cas, c'est un officier qui a célébré la cérémonie. Annette et Éric ont prêté serment. Lui a énoncé le prénom du bébé et remercié Annette. L'officier a versé de l'eau sur la tête d'Edith, de l'eau bénie par Fritz. La petite a pleuré un peu, et pour une fois, son géniteur l'a prise dans ses bras pour la calmer. Puis elle a reçu ce qu'ils appellent un chandelier de vie. Il y a même un parrain qui s'engage à surveiller l'éducation d'Edith. Je vois qu'ils ne font pas les choses à moitié. Ce qui m'a fait froid dans le dos, c'est quand ce petit bout de chou a été présenté devant l'autel et que l'assemblée a entonné un chant. Je n'ai pas compris, mais Irène m'a expliqué qu'il s'agissait d'extraits de Mein Kampf. Le pire, c'est quand celui qui officiait a présenté une dague au-dessus du bébé et a touché son front avec la lame. Je me suis vraiment demandé ce qu'il allait faire. Friedrich a lui-même un air interrogateur. Donc je poursuis. En fait, il a récité une espèce de prière. Là encore, c'est Irène qui m'a traduit. Attends, j'essaie de me rappeler. Nous croyons au Dieu de l'univers et à la transmission du sang allemand qui, éternellement jeune, croît de la terre allemande. Nous croyons au peuple gardien du sang et au Führer que Dieu nous a envoyé. Mon amant fait une moue très révélatrice. Adolphe, envoyé de Dieu, ça m'étonnerait beaucoup. On croit à un rituel satanique plutôt. Chut, mon amour, on pourrait t'entendre. Il paraît aussi que les enfants nés le 7 octobre ont pour parrain Himmler lui-même, car c'est sa date de naissance. Tiens donc. Eh bien, heureusement que tu vas accoucher bien avant, car ce serait un parrain bien encombrant. Quoi qu'il en soit, Edith est désormais un membre du clan SS. Elle fait partie de l'élite, même si elle s'en fout royalement. Je souris à sa répartie. En moi-même, je me demande si j'aurais à subir aussi ce genre de mascarade. Je préfère me taire et me blottir contre le père de mon enfant. Notre seul objectif dans l'immédiat, c'est de retourner dans la chambre du petit pavillon, d'être seuls tous les deux. Emma, 12 juin 1944. Fanny, la sage-femme qui est arrivée du Lebensborn de Végimont en Belgique, a entendu que les Alliés avaient débarqué le 6 juin sur les côtes normandes. Bon sang, ils sont là, chez moi, en Normandie. Et pour Friedrich, que va-t-il se passer? Sans nouvelles, j'angoisse à l'idée que je ne vais peut-être pas le revoir, qu'il est peut-être déjà sur le front. Je n'arrive pas à me débarrasser de ces sombres pensées. Même mes occupations quotidiennes ne m'en distraient pas. Je vis d'autant plus mal la situation qu'Annette, qui était devenue mon amie, a quitté Westwald en laissant sa fille. Son Obersturmführer l'a complètement abandonnée et elle n'avait pas le courage d'assumer seule son enfant. Cette décision m'a profondément attristée et je lui ai promis de veiller sur Edith tant que je le pourrais. Je reporte d'ailleurs mon affection sur son bébé. Sans Annette, le manque de Friedrich me pèse encore plus, même si Elisabeth, la maman du petit Erwin, se montre chaleureuse avec moi, ainsi qu'une nouvelle future maman, Mariette, une jeune flamande qui arrive de Gand pour accoucher anonymement. Mais contrairement à toutes mes supputations, Friedrich débarque le 12 juin, juste pour 2 ou 3 heures. La situation à Rouen s'est considérablement dégradée depuis sa dernière visite. Du 30 mai au 4 juin, la ville a été bombardée sans relâche. Ce ne sont pas moins de 3 vagues successives de forteresses volantes qui ont lâché à haute altitude des bombes du plus gros calibre les 30 et 31 mai. Puis des bombardiers légers ont opéré en piqué pour larguer leurs torpilles les jours suivants. A priori, étaient visés les ponts et les voies ferroviaires et routières pouvant servir à l'approvisionnement des divisions allemandes stationnées près des côtes en prévision du débarquement, ainsi que des entrepôts et des garages utilisés par les occupants. Mais les dégâts concernent bien plus que ces cibles. Le palais des consuls,
La bourse du commerce, l'hôtel des douanes, le théâtre des arts, les nouvelles galeries sont éventrées. De nombreux hôtels historiques sont détruits, ainsi que la vieille tour Saint-Romain et son beffroi. Des quartiers entiers des deux côtés de la Seine ont été touchés. Et comme à chaque fois, des incendies ravagent ce qui reste. De nombreuses églises ont été touchées ou pulvérisées. Saint-Étienne des Tonneliers, Saint-Pierre du Châtel, Saint-Vincent, où seul un crucifix est resté debout, la cathédrale, Saint-Ouen, et même le reliquaire de pierre qu'est Saint-Maclou. Des pompiers sont venus de partout dans le département, de l'Eure et même de Compiègne, de Beauvais et de Paris, soit 40 corps de soldats du feu. Des pompiers de l'air venus de Mâcon sont aussi intervenus. Le chiffre de 400 morts est avancé, mais on ne sait pas exactement combien sont sous les décombres. De Rouen, il reste des bâtiments aveugles, des rues infranchissables, des maisons qui continuent de s'écrouler. La partie commerçante, la plus vivante de la ville, est en ruine. Friedrich en a les larmes aux yeux alors qu'il m'en parle. Les Alliés préparaient le terrain pour faciliter le débarquement. Cette stratégie, ils l'appliquent depuis des mois, déclare-t-il tristement. Tout le monde est sur les dents pour la chasse aux maquisards. Même les miliciens ont été mobilisés, comme ceux qui étaient cantonnés au pensionnat Join-Lambert. Je sais que sa tristesse n'est pas liée au fait que les Alliés ont débarqué. Il s'y attend depuis un bon moment. Mais il sait qu'il va devoir de nouveau combattre, que beaucoup vont mourir dans les deux camps, ainsi que des civils. « Tu vas partir ?» demandai-je, la gorge nouée. Pour l'instant, je n'ai reçu aucune autre affectation. Mais ça ne saurait tarder, répond-il en m'enlaçant. Ses bras m'apportent le réconfort dont j'ai besoin, et son odeur familière calme mes nerfs malmenés. Emma. Sa voix s'est adoucie, avec un voile de tristesse persistant. Il me serre un peu plus fort contre lui, comme pour me protéger de tout ce qui pourrait me menacer. Je m'accroche à lui, comme si ma vie en dépendait. Ça va aller, mon amour, me susurre-t-il en me caressant les cheveux. Viens, allons dans notre petite chambre spéciale couple. Nous pourrons parler plus tranquillement. Je laisse échapper un sourire devant cette boutade et la clé qu'il me montre avec un clin d'œil. Il dépose un baiser délicat sur mon front. Je m'écarte un peu pour saisir sa main et l'entraîner à l'extérieur. À peine arrivé dans la pièce, le souffle de Friedrich se mêle au mien et il m'étreint, nous faisant basculer sur le lit. Il caresse mon ventre rond à travers mes vêtements, car cette fois, à 7 mois et demi de grossesse, impossible de le dissimuler. J'ai au moins pu voir ton ventre s'arrondir, remarque-t-il. Ça me brise le cœur de me dire que tu seras peut-être loin quand notre bébé arrivera, murmurai-je alors que ma voix se brise sur un sanglot que j'essaie en vain de réprimer. Qui peut dire si tu survivras face aux Anglais et aux Américains? Tu as déjà failli mourir l'année dernière, lance ma voix intérieure. Mon cœur se révolte devant la douleur d'une séparation imminente dont je ne sais quand elle va arriver et combien de temps elle va durer. Je voudrais tant que mon bébé connaisse son père et inversement. Je sais, Schatz. Ça me brise le cœur aussi, mais nous nous reverrons. Je veux le croire et je m'accroche à cet espoir qu'un jour nous serons réunis, enfin libres de nous aimer, loin des horreurs de cette guerre. Bientôt, nos lèvres se trouvent de nouveau pour un baiser plein de passion et de désir. Enivrés par notre amour partagé, nous sommes envahis par le besoin irrépressible que nos corps se cherchent, se rejoignent, fusionnent dans une danse langoureuse. Nos soupirs et nos gémissements emplissent bientôt la pièce, avec pour seul témoin Adolphe, dans son cadre mis à l'envers. Après que nos deux corps aient succombé à notre désir brûlant, nous restons allongés l'un contre l'autre pour reprendre haleine, nos épidermes encore enfiévrés. Friedrich se tourne vers moi, les yeux brillants, et me serre contre lui, enfouissant son visage dans mes cheveux. Je me blottis dans la chaleur de son corps, le cœur gonflé d'amour. Je sais que nous serons toujours liés malgré la distance, malgré cette guerre. « Tu veux toujours une fille ?» m'enquiers-je soudain en me redressant. « J'aimerais bien, mais en réalité peu importe. »« As-tu songé à des prénoms ?» poursuis-je. « Ah oui, mais nous devons choisir à deux, ma Niebling. Je suis sûre que toi, tu as déjà des idées. Alors vas-y, annonce les tiens. » Je lui fais part de mes idées, celles que j'avais déjà confiées à Annette, Christian, Mathias ou Martin pour un garçon, et Charlotte, Élisabeth ou Agnès pour une fille.
À son tour, il m'annonce les siens, Daniel, Mathias ou Christian. S'il s'agit d'un garçon, et Sibylle, Hélène ou Élisabeth, au cas où ce serait une fille. Nous en avons au moins un, voire deux en commun, déclarai-je avec un grand sourire. Mon choix s'est porté sur des prénoms identiques, en France et en Allemagne, après en avoir parlé avec Irène. Je vois que nous avons eu la même idée, Schatz. J'ai pensé aussi aux diminutifs, ou surnoms dont les enfants sont souvent affublés, comme celui de Charlotte, qui en France est souvent Lolotte, ou Agnès, parfois transformée en Nénès, ce qui franchement n'est pas très joli. En ce qui concerne Elisabeth, ça peut aller chez nous, c'est Lisa. En Allemagne, c'est Elsa. Pas mal, avouai-je. D'ailleurs, quel est le diminutif de Friedrich en Allemagne? Il éclate de rire devant ma question avant de me donner la réponse. Fritz. Chez vous, en France, c'est plutôt péjoratif. Eh bien, je continuerai à t'appeler chérie ou mon amour. De toute façon, pourquoi utiliserais-je un surnom? Moi-même, je n'en ai jamais eu. Tu l'ignores peut-être, mais Emma est un prénom d'origine allemande. Au moins, je ne ferai pas tâche dans ton pays, si nous devons y vivre. Les yeux de Friedrich s'ancrent alors dans les miens, et je peux y lire toute l'intensité de son amour et de sa tendresse. Le simple contact de ses mains suffit à me faire frissonner. « Donc, que choisissons-nous » me demande-t-il. Je crois que nous sommes d'accord tous deux pour Elisabeth si c'est une fille. En revanche, nous devons décider si ce sera Christian ou Mathias pour un garçon. Sans un mot, il arrache une page du carnet qu'il a toujours sur lui, la partage en deux et m'en donne une moitié avec le crayon. Note celui que tu préfères, me dit-il. J'en fais autant de mon côté. Ainsi, personne ne se sentira influencé. Sitôt dit, sitôt fait, puis nous comparons nos écrits. Soit, déclare-t-il, si nous avons un garçon, il s'appellera donc Mathias. Avec un sourire, je me pelotonne de nouveau contre lui, ma main dans la sienne. Insatiable, nous refaisons l'amour. Cette fois, je le chevauche. Mais il doit se résigner à se préparer pour partir. Je n'ai pas envie de partir, annonce-t-il très bas. Je ne sais pas si je pourrai revenir, et quand. Je secoue la tête et me mords les lèvres pour ne pas pleurer. Je ne veux pas ajouter à sa propre peine. Friedrich s'agenouille alors pour déposer un baiser sur mon ventre encore dénudé. Je me rhabille en 4e vitesse pour le raccompagner à sa voiture. Quoi qu'il arrive, je te ferai parvenir des nouvelles, me rassure-t-il. Et n'oublie pas qu'en cas de besoin, tu peux faire appel à Reinhard. Il n'est pas toi, mon amour. Il me soulève le menton pour plonger dans mon regard. Mon départ est temporaire. Je te promets de revenir vers toi. Des larmes commencent à perler le long de mes cils, malgré mes efforts pour les contenir. Je veux me montrer forte, pour lui. Du bout de son pouce, il m'essuie la joue. Je t'aime tellement, mein Liebling. Il presse ses lèvres sur les miennes pour un dernier baiser, aussi ardent qu'éperdu, qui me fait tressaillir. Puis nos bouches se séparent et j'ancre mon regard dans le sien. Je t'aime aussi, Friedrich. Les lèvres serrées, à contre-cœur, je me détache de ses bras et je le regarde monter en voiture. Dès qu'il s'est éloigné, je peux laisser libre cours aux larmes qui inondent vite mon visage. Emma, 12 juillet 1944. Mariette a accouché le 20 juin d'une petite Helga. Comme moi, elle doit épouser le père de son enfant, Peter, un SS flamand. Ce mercredi 12 juillet, c'est à mon tour d'entrer en travail. Les premières grandes contractions m'ont frappé de plein fouet vers 7 heures du matin. Des coups violents qui se répercutent jusque dans mon dos. Il est près de 14 heures. Je scrute les heures défiler sur la pendule accrochée au mur face à moi. Couverte de sueur, je ne peux qu'attendre. Chaque quart d'heure qui passe me fait sombrer. La dilatation de mon col est très progressive. Pas assez vite pour moi, tant je me sens déchirée de l'intérieur. J'essaie de me détendre en me remémorant les moments marquants de ma vie, heureux ou non. Tu n'es pas une mauviette, Emma, reprends-toi. Je masse mon ventre entre chaque contraction, ce qui me soulage légèrement. Crier, pleurer ne sert pas à grand-chose, si ce n'est m'épuiser. Je remonte le plus loin que je peux dans mes souvenirs.
Ma première visite aux eaux de Claire avec mes parents et Antoine. Ce qu'ils peuvent me manquer. Ma première journée d'école primaire avec monsieur Morin. Ma première communion. Nos vacances dans les Alpes près de Chamonix. La déclaration de guerre et mes débuts comme élève infirmière. L'arrivée des Allemands dans Rouen et l'occupation. La remise de mon brevet de capacité professionnelle d'infirmière. Ma rencontre avec Friedrich. Sa douceur et sa gentillesse qui avaient conquis mon cœur si rapidement. Pour atténuer la souffrance, ce qui me soulage le mieux, c'est penser à mon Friedrich, son sourire enjôleur, ses doux yeux bleu-gris. Je rejoue nos meilleurs moments dans mon esprit, nos baisers, nos nuits. Les caresses de sa bouche, de ses mains me manquent. J'aimerais qu'il soit là, près de moi, comme il le souhaitait, pour m'apporter son soutien, m'insuffler son courage. La douleur des contractions me fait monter les larmes aux yeux. J'aurais aussi aimé que mes parents ne soient pas aussi loin, tout comme Antoine. Ils ne verront pas leur premier petit-fils et neveu avant longtemps. Car je suis certaine que ce sera un garçon. 15h24. Mon bébé ne semble pas pressé. Sait-il que sa maman n'apprécie pas vraiment ces douleurs qui la déchirent de l'intérieur et qu'il provoque en elle? Fanny vient d'entrer. Il faut que je vérifie la dilatation de ton col, me prévient-elle. J'acquiesce d'un mouvement de tête. Elle connaît mon intimité par cœur depuis que le travail a commencé. C'est surtout la première fois que ça a été difficile. Elle se place entre mes jambes, les relève et inspecte mon col de l'utérus. Je jette de nouveau un œil vers la pendule. Je m'efforce d'inspirer et expirer lentement. Je suis à la fois anxieuse pour l'accouchement et pressée de pouvoir serrer mon petit dans mes bras. Tu es à 8 centimètres, ça progresse bien. Encore 2 et tu pourras pousser. Ton bébé se présente bien. Il ne devrait pas y avoir de problème. Je vais t'installer en salle d'accouchement. Ces quelques mots me mettent du baume au cœur, même si je sais qu'il peut toujours arriver quelque chose. Cordon autour du cou, changement de position au dernier moment. Mais je veux rester optimiste. Mon col semble progresser de 1 centimètre par heure. Donc, dans 2 heures, mon bébé arrivera. Mes lèvres s'étirent en un sourire à cette pensée. Je passe ma main sur mon gros ventre et le caresse. Mon bébé me répond avec un petit coup de pied. Aurait-il hâte, lui aussi? Mes calculs sont justes. 2 heures après, je suis à dilatation complète. Des contractions violentes se mêlent aux poussées de mon enfant. Irène accompagne Fanny pour l'accouchement. Elle éponge mon front en sueur, pendant que Fanny surveille l'évolution et me dit quoi faire et quand pousser. « Pousse, Emma, pousse !» me crie Fanny. Assise sur la chaise d'accouchement, le dos calé contre la poitrine d'Irène, les aisselles soutenues par ses bras, je pousse toujours un peu plus. En plein travail, Fanny entre mes cuisses ouvertes, je souffre le martyre. J'ai l'impression que me broient tous les os du bassin. Pourtant, d'après elle, le bébé s'est bien engagé, et mon supplice devrait bientôt se terminer. Il faut juste que mon bébé passe les épaules. J'essaie de contrôler ma respiration, comme je l'ai appris dans mes cours d'infirmière. Je manque de perdre connaissance tant la douleur assaille mon bassin et s'étend à tout le reste de mon corps. J'inspire, j'expire. Je retiens mes hurlements et pousse sans trop me plaindre à chaque fois que Fanny me l'ordonne. La nature est vraiment étonnante. La manière dont un bébé peut sortir de notre corps par la dilatation de notre utérus et du vagin nous rend bien plus fortes que les hommes. Je pousse si fort que ma vue se brouille. Mais je veux voir mon bébé, l'entendre pousser son premier cri, le sentir contre moi, le caresser. « Allez, Emma, encore un effort, me dit Fanny, je vois la tête. » Irène continue à me chuchoter des encouragements. À la contraction suivante, tout mon corps se raidit. Je serre les poings, un cri m'échappe. « Parfait, la tête passe. Courage, encore quelques poussées. » Je continue d'obéir à Fanny. Elle a la tête entre mes cuisses pour accueillir mon bébé. Quelques secondes plus tard, mon bébé en entier est entre mes jambes, couvert de sang. Fanny le soulève et le pose sur ma poitrine dénudée, après l'avoir essuyé sommairement. Je viens de donner la vie à un beau petit garçon, comme je le pressentais. Avec un duvet blond et des yeux bleus, la peau rose comme le veut le programme Lebensborn. Émue, j'éclate en sanglots en caressant le visage du nourrisson qui hurle
pendant que Fanny coupe le cordon. « Comment vas-tu l'appeler » m'interroge Irène. Couvant mon fils des yeux, enroulé dans une alaise, tout contre moi, je souris béate d'admiration devant ce petit ange. « Sois le bienvenu, Matthias von Richter » chuchotai-je pour lui. Peu de temps après, la porte de la salle d'accouchement s'ouvre sur Fritz, qui m'arrache le bébé des bras. Je me mets à hurler de terreur devant sa manière de faire. Le médecin me crie sèchement qu'il me rendra mon fils quand il aura effectué les examens médicaux nécessaires, dont l'examen d'arianité. Sa violence lorsqu'il a pris mon petit restera gravée dans ma mémoire à tout jamais. Tel un objet qui n'aurait aucune valeur aux yeux de sa mère, une chose tellement banale dans les Lebensborn. Les pleurs du nourrisson persistent lorsque le médecin le manipule, tandis que Fanny termine son travail de sage-femme. « Calme-toi, Emma. Ils ne feront pas de mal à ton bébé. Ils veulent juste confirmer qu'il est de race pure, au cas où, » murmure Irène à mon oreille. J'acquiesce, bien que les larmes continuent de couler sur mes joues. Au cours des 4 mois que je viens de passer au foyer, j'ai entendu toutes sortes de rumeurs et j'ai peur. Cette fois, je porte le regard sur mon fils, qui subit les tests de motricité classiques, la pesée, la mesure de sa taille ou encore du diamètre de son crâne. Fritz évalue tout ce qu'il peut, écartement des yeux, lobe des oreilles, torse, bras, mains, jambes, pieds, orteils, le tout avec un mètre, une sorte de compas et d'autres instruments étranges. Il compare la teinte bleue des yeux avec des prothèses en verre à sa disposition. Je reconnais la batterie de tests par lesquels je suis passé. « Félicitations, Frau Contville, il est parfait », annonce-t-il avec un mince sourire. Ce sourire froid me donne la nausée. Le regarder me répugne. Nous revérifierons le tout à chaque visite médicale, afin de nous assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Dès que Fritz est reparti, Irène prend le relais pour nettoyer mon bébé et l'habiller. Louise entre brièvement et vient lui dire quelque chose à l'oreille, avant de ressortir aussitôt. Irène revient vers moi avec mon enfant et me le redépose dans les bras. « Ton fiancé est là, Emma, » me dit-elle. « Ma parole, il a des antennes. Il est arrivé depuis presque une demi-heure. Ils tourneront comme un lion en cage. Je vais te passer une chemise propre et je vais te raccompagner dans ta chambre avec ton nouveau-né. » Je me sens envahie d'un bien-être soudain. Friedrich est là, et je vois mon bébé chercher instinctivement mon sein. Je le guide et laisse mon index dans l'une de ses petites mains. Il s'y agrippe aussitôt. Irène revient dans les minutes qui suivent. Je la vois froncer les sourcils en voyant mon petit tété maladroitement. Je sais que ce n'est pas dans les habitudes, qui sont de ne donner que de l'eau sucrée au nourrisson pendant les premières 24 heures. Mais elle ne dit rien. Néanmoins, elle interrompt la tétée pour que je puisse revêtir la chemise. Mon bébé proteste bruyamment. « Eh bien, en voilà un qui sait ce qu'il veut !» exclame-t-elle gaiement. Je ne sais pas ce qu'il deviendra plus tard, mais il donne de la voix. Dès que je suis prête, elle me le redonne et il retrouve rapidement ce qu'il désire ardemment. Et c'est ainsi que je rejoins ma chambre, où m'attend Friedrich. Friedrich, 12 juillet 1944. Je bondis sur mes pieds dès l'entrée d'Emma dans la chambre. Nos regards se croisent. « Friedrich !»« C'est moi, ma chérie, je suis là. Je voulais être avec toi, mais on ne m'a pas laissé entrer. » Pas à pas, je m'approche d'Emma et de mon bébé qui tète avidement. Mes yeux vont de l'un à l'autre. Mon Emma est splendide en maman. Je caresse sa joue, prends délicatement son visage entre mes mains pour déposer mes lèvres sur les siennes. Ce baiser timide devient vite passionné, même s'il ne dure que quelques secondes. L'amour de ma vie me sourit. Je te présente ton fils, Matthias. Je contemple le bébé qui lâche le téton de sa mère alors qu'il s'est assoupi. Je suis subjuguée par ce prodige de la nature. Parfait mélange de nous deux. Je meurs d'envie de l'embrasser, de le prendre dans mes bras. Mon cœur bat à tout rompre. Mon fils. Il est magnifique. Je vois bien que tu meurs d'envie de le prendre dans tes bras, dit-elle en me le tendant. Je la laisse me placer Matthias dans mes bras. Enchantée de te connaître, Matthias von Richter, murmurai-je doucement. Le bébé est complètement détendu,
et ouvre brièvement les yeux, des yeux du même bleu-gris que les miens. J'effleure d'un doigt sa joue veloutée, son petit nez et son front. Je suis déjà fou de lui, comme je suis fou de sa mère. Je dépose un baiser sur sa tête. Emma nous observe, un large sourire aux lèvres. « Par quel hasard es-tu venue justement aujourd'hui ?»« Je n'en pouvais plus loin de toi, Schatz. Mais impossible de quitter Rouen ces derniers temps. Mais quelque chose en moi m'a poussé à venir. J'ai rêvé de toi cette nuit, comme souvent. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. D'habitude, dans mes rêves, je revis nos moments ensemble. Mais là, tu as appelé à l'aide. J'ai saisi l'occasion de ma nomination à Dieppe, comme Hauptmann, pour venir. Je suis censé être à Dieppe ce soir. Je suis parti plus tôt de la Kommandantur pour venir ici avant. » Emma écarquille les yeux, soudain effrayée par mon annonce. « Rassure-toi, mein Liebling, ce n'est pas le secteur le plus menacé actuellement. Les Alliés, pour l'instant, n'occupent qu'une partie du Calvados, et ils n'ont toujours pas pris Caen. Je suis nommé à la tête d'une des compagnies du 937e Grenadier Regiment, dans la 245e Infanterie Division, chargée de protéger la région diepoise. Je suis heureuse que tu sois là, mon amour, mais n'as-tu pas pris trop de risques pour venir ici? Ne crains rien. Je n'aime pas mentir, mais une panne de voiture est toujours possible. Et je ne suis pas seule. Hans est avec moi. Il reste mon ordonnance pour l'instant. » Emma paraît en partie soulagée. « À quelle heure es-tu arrivée? Tu as dit tout à l'heure qu'on ne t'a pas laissé entrer. » 17h30. J'étais aux 400 coups quand je t'ai entendu crier et même hurler à un moment donné. J'aurais voulu être auprès de toi. Je vois soudain les larmes couler sur ses joues. Mon fils sur un bras, je m'assis auprès d'elle pour l'enlacer. C'est vrai que j'ai dû crier quand la tête est sortie. Mathias est né à 17h45. Mais le hurlement que j'ai poussé n'avait rien à voir avec l'accouchement. Je la regarde surpris. Les larmes continuent à couler. Je finis par déposer le bébé endormi dans son berceau et je reviens vers elle pour la prendre dans mes bras. « J'ai cru que Fritz allait me prendre mon bébé, m'avoue-t-elle. Tu aurais vu comment il me l'a arraché des bras. C'était tellement brutal, on aurait dit qu'il tenait un objet. Et puis j'avais peur qu'il trouve quelque chose d'anormal, qu'il lui fasse du mal. » Je fronce les sourcils. Il y a déjà eu un bébé qui a disparu mystérieusement, Friedrich. Si à la naissance l'enfant n'est pas comme il le souhaite, ils virent la mère et l'enfant comme cette pauvre femme que Knoll a chassée. Et ce bébé, disparu, qu'en ont-ils fait? C'est de l'eugénisme, chérie. J'avais peur que si notre bébé avait quelque chose qui ne correspond pas à leurs critères, ils l'assassinent, explique-t-elle, révoltée. Afin que ces paroles ne parviennent pas à des oreilles indiscrètes, je lui fais signe de baisser d'un ton. Je suis sûre qu'ils ont fait du mal à ce bébé qui a disparu, insiste-t-elle. Ça s'est passé dans la nuit. Quand un bébé est envoyé en Allemagne pour y être adopté, ça ne se passe pas comme ça. Ils ont prétendu qu'il avait été envoyé dans un autre foyer. Mais c'est faux. J'ai entendu la mère qui criait en accouchant. J'ai entendu le bébé crier. Et le lendemain matin, plus de bébé. La mère était encore là, mais elle était sous la surveillance de Knoll, sous tranquillisant. Je ne l'ai pas revue après. Je te crois, Emma, je te crois. Je caresse son visage. Elle se calme peu à peu. Heureusement, notre enfant est parfait, a dit Fritz, mais plus tôt je quitterai cet endroit, mieux ce sera. Tu sais que mes parents t'attendent. J'espère que nous allons pouvoir retenir les Alliés jusqu'à ce que tu puisses partir là-bas. Je suis censée rester 6 semaines, le temps d'allaiter mon bébé, mais je pourrais peut-être partir avant. Nous allons tout faire pour, Schatz.